Salut Internet. Aujourd'hui, on va parler de pôle. Et attention, pas de n'importe quel pôle. Oubliez Bocuse, Verlaine, Gauguin, Emploi, Dance, Boulangerie, voire même Position si vous êtes fan de F1. Moi, je vous parle d'étendues blanches, de glace, de froid qui fiche vos petites nouilles en un rien de temps, de manchots qui glissent ou d'aurore boréale. Et pour nous accompagner sur cette vidéo givrée, notre sponsor du jour est Shopify. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Ce bébé, c'est Emilio Palma. Et il détient un record très particulier. Il est considéré comme la première personne connue à être née en Antarctique. Alors certains le contestent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sa mère a été officiellement envoyée par l'Argentine lorsqu'elle était enceinte de 7 mois pour accoucher sur place. Tout simplement dans le but de garantir la souveraineté du pays sur le territoire. Vous pouvez trouver sur la base McMurdo des distributeurs automatiques de billets. Et c'est les seuls que vous trouverez en Antarctique. Pour info, ce sont des dollars qui en sortent. Et mini aparté parce que sur Google Street View, la station est vachement accessible. On peut se balader dans plein de lieux, on peut voir la salle de repos, le hangar à tente ou encore le petit musée là dans le couloir. Vous pouvez même visiter la cabane de Scott, une sorte de hutte en bois construite en 1911 par l'expédition Terra Nova. Et heureusement que la visite est virtuelle parce qu'il paraît qu'elle sent un petit peu la viande de phoque pourrie. De la verdure luxuriante, des plantes tropicales, aucun doute, vous avez atterri en Antarctique. Il y a 90 millions d'années. En 2017, des chercheurs ont découvert dans une carotte sédimentaire prélevée au pôle sud des racines et du pollen caractéristiques d'un climat chaud. Au Crétacé, de 145 à 66 millions d'années avant notre ère, la température moyenne du globe était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Elle avoisinait les 20 degrés, c'est 5 de plus qu'aujourd'hui. Il faisait si chaud qu'on a même trouvé la trace d'incendie de forêt au pôle sud. L'Antarctique n'est pas qu'un immense territoire blanc sans point de repère. Il existe des bases scientifiques, des stations météorologiques et même un village. Il s'appelle Villa Las Estrellas. Alors certes, c'est aussi une station météorologique qui dépend de la base chilienne Presidente Eduardo Frei Montalva. Mais c'est surtout un endroit où des familles, principalement de militaires et de scientifiques, vivent à l'année. En moyenne, il y a un peu plus d'une centaine de personnes. Et si vous voulez y vivre, il y a une toute petite subtilité, se faire retirer l'appendice est obligatoire. C'est hyper insolite, mais vu que l'hôpital le plus proche est à quasi 1000 km, c'est plus safe comme ça. Les longs métrages de fiction tournés en Antarctique, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a eu notamment South of Sanity, un film d'épouvante tourné et joué par des scientifiques, qui est surtout le premier à avoir été shooté intégralement au pôle sud. Mais dans le lot, on a aussi un film français, l'Odyssée sur le commandant Cousteau, avec Lambert Wilson, Audrey Tautou et Pierre Ninet. Un souvenir impérissable pour l'ensemble de l'équipe qui a cru mourir un nombre incalculable de fois. Entre quelques apparitions mignonnes de manchots, ils se sont tapés des vents à 140 km/h, des vagues qui rigolaient pas, de beaux icebergs, le tout à bord d'un bateau qui était pas vraiment un brise-glace. D'après Pierre Ninet, les chocs avec les icebergs qu'il traversait pendant les 15 heures de tempête étaient pas très rassurants. Ils sont passés à deux doigts de faire un remake d'Hibernatus ou de Titanic au choix. En 2013, des formes de vie ont été découvertes à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la glace en Antarctique. Pas d'animaux et encore moins d'aliens, juste des micro-organismes présents dans le lac Wilans. Un lac souterrain, je savais même pas que ça existait au pôle sud. L'étude de ces micro-organismes devrait permettre de déterminer comment ils parviennent à survivre dans un tel milieu. Et à terme, de savoir comment de potentielles formes de vie peuvent se maintenir sur les lunes de Saturne et de Jupiter. Un télescope est enterré entre 1500 et 2500 mètres sous la surface de l'Antarctique. Je sais, au premier abord ça paraît bizarre, un télescope c'est pour regarder les étoiles, et ben pas que. On parle aussi de télescope dans le cas d'IceCube, une machine qui observe les neutrinos, de toutes petites particules capables de traverser la matière. Si petites qu'on parle parfois de particules fantômes. On ne peut les observer que dans le noir le plus total, au moment où elles traversent un atome car elles produisent un flash. Et ça arrive pas tous les 4 matins, 10 fois par an en moyenne. Leur étude est hyper importante pour comprendre notre univers. Et si cette histoire parle à certains d'entre vous, peut-être que vous l'avez déjà lu dans mon livre Le Tour du monde des infos insolites, dans lequel j'en parle. Regardez, il est juste là, au milieu de la foreuse Bertha et de la grue Teijum. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'en procurer, il vous reste une dernière chance. Quelques rares exemplaires sont actuellement à la vente sur mon site. Site que je trouve, soit dit en passant, hyper stylé. Ouais, non mais j'en suis fier. En même temps, je me suis creusé
fait pour qu'il ait cette vibe découverte, voyage, cabinet de curiosité, qui sente le Doc 7 à plein nez. Enfin, je dis creuser, relativisons, j'ai pas mal été aidé par Shopify, notre sponsor du jour. Dès que j'ai eu mon idée de boutique, j'ai pu réaliser ça ultra facilement. C'est pratique parce que c'est une plateforme de commerce tout en un où vous pouvez développer votre entreprise. C'est à la portée de tous. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous lancer. J'ai pu personnaliser le site facilement grâce à la multitude de thèmes et de designs qu'il propose. Et quand vous avez créé le plus beau site possible, vous pouvez suivre vos statistiques du type nombre de ventes, taux de conversion, panier moyen, tout ce qui vous aidera finalement à moduler votre boutique afin d'assurer la meilleure expérience pour vos clients, mais aussi pour vous. Si vous avez une idée d'entreprise, de business et qu'il n'y a que l'aspect logistique qui vous stoppe, prenez votre courage à deux mains. Déjà parce que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on se l'imagine et qu'en vrai, c'est ultra galvanisant quand tout se met en place. Le moment où j'ai enfin pu vous partager le fruit de mon travail, que j'ai vu vos commandes s'accumuler, que j'ai préparé vos petits colis, c'était incroyable. C'est vraiment pas prise de tête à préparer. Là, par exemple, il y en a une pour Arnold Schwarzenegger, qui est un de mes lecteurs réguliers, si je peux me permettre. Il a demandé une petite dédicace pour Arnold Dounet. Voilà, c'est écrit, on met la petite adresse et hop, c'est prêt à être expédié et à atterrir dans ses mains. Encore une fois, à tous ceux qui rêvent de démarrer, qui hésitent, allez-y, lancez-vous. Et ne soyez pas inquiets pour l'aspect technique et logistique, Shopify s'en chargera. Il ne vous faut que trouver l'idée et cliquer sur le lien dans la description. Dans la vidéo de l'an 2000, je vous avais parlé du B15. C'est l'iceberg le plus grand jamais recensé de l'histoire. Actuellement, son petit frère, A23A, qui mesure tout de même 4000 km², c'est presque la superficie de Saint-Laurent-du-Maroni, ma ville natale, eh bien, il s'est détaché de la barrière de Brunt, dans la mer de Weddell, au pôle sud. L'Antarctique possède, lui aussi, son propre cryptide, le Ningen. Une créature mi-homme, mi-animal marin, de 20 à 30 mètres de long, le teint relativement pâle. Elle est surtout apparue au début des années 2000 sur un forum japonais et est devenue une créature à part entière du folklore local. Perché sur l'île de Ross, en Antarctique, vous trouverez le mont Erebus, un volcan de presque 3800 mètres de haut. Il est en éruption constante depuis plus de 50 ans et au fond de son cratère se trouve un lac de lave. En 2017, sous le mont Erebus, une expédition de scientifiques australiens a découvert des cavernes dont la température variait entre 20 et 25 degrés. Ça donne presque envie d'aller en Antarctique, moi, cette histoire. Et puisqu'on parle du mont Erebus, en 1979, un avion a décollé de l'aéroport d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour faire un aller-retour au-dessus de l'Antarctique. C'était un vol touristique d'une douzaine d'heures pour aller se promener au-dessus du continent. Malheureusement, en amorçant une descente et à cause de conditions météo vraiment défavorables, l'avion s'est écrasé sur le mont Erebus, provoquant la disparition de 257 personnes. Après les momies de chats, de lions, de poulains, voici les momies de manchots d'Adélie. Elles ont été retrouvées vers là, près de la mer de Ross. Les ossements ont d'abord étonné les scientifiques, car la région n'était pas connue pour abriter une population de cette espèce. Et puis ils ont compris que les corps étaient pas très frais, quoi. Congelés depuis au moins 800 ans. Les manchots auraient été conservés grâce à l'augmentation de la couverture neigeuse peu après leur mort, et s'ils pointent le bout de leur bec aujourd'hui, c'est évidemment à cause de la fonte des glaces. Entre 1959 et 1967, en pleine guerre froide, les États-Unis ont fait fonctionner Camp Century, une base militaire située au nord-ouest du Groenland. Elle devait permettre la réalisation du projet secret Iceworm, un réseau de tunnels sous la glace qui aurait permis le stockage et surtout le déploiement de missiles au Groenland, donc proche des lignes soviétiques. Mais quand même hyper protégé sous le sol. Le projet a été développé mais finalement abandonné à cause notamment des conditions naturelles qui ont fragilisé les installations. Le site s'est ensuite retrouvé enseveli sous la neige, mais tout ça, depuis quelques années, c'est en train de changer. Parce qu'avec la fonte des glaces, le risque que Camp Century réapparaisse, lui et ses centaines de milliers de tonnes de déchets polluants, c'est bien réel. Dites, vous vous souvenez de nos potes du CERN qui faisaient une cérémonie bizarre? Mais je les ai retrouvés, encore en plein milieu d'une cérémonie, mais cette fois-ci au pôle sud. La tradition veut que les scientifiques présents dans la station Amundsen Scott courent totalement nus autour du pôle sud cérémoniel. Cette chose qui ressemble à un poteau sorti de Charlie et la chocolaterie. Un beau rite d'initiation qui, cette fois, n'est pas un canular. Et si vous demandez ce qu'est le pôle sud cérémoniel, exactement, c'est le point qui était censé indiquer l'emplacement exact du pôle sud, mais vu que la glace bouge beaucoup, l'installation n'est plus que symbolique. Dans le fait numéro 8, j'ai mentionné l'existence de lacs souterrains en Antarctique. Eh bien, le lac Vostok est le plus grand lac subglaciaire du continent. Il se trouve à 4000 mètres de profondeur sous la
la glace. Et comme vous le voyez, il est tout petit. 15 700 km². À peu de choses près, c'est l'équivalent de la surface totale du Koweït. Et dans ce lac, on peut y trouver l'organisme 46B, un calamar géant à 14 tentacules, capable d'hypnotiser les gens dont Poutine se serait servi comme arme de défense. Bon, et il se peut que parmi tout ce que je viens de vous dire, il y a peut-être une info qui vous semble fausse. Si je vous dis Ludovico Einaudi, vous pensez évidemment à la BO d'Intouchable, au morceau de piano, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo? Eh bien, en 2016, il est allé jouer du piano, là, comme ça, posé pépouze en plein milieu des glaces de l'Arctique. Il a été missionné par Greenpeace pour sensibiliser au dérèglement climatique et à la préservation de cette région du monde. Il a même composé un morceau nommé Elegy for the Arctic pour l'occasion. Des fossiles de hyènes ont été découverts en Arctique, dans le nord-ouest du Canada, sur les bords du bassin Old Crow, plus précisément. Par fossiles, bon, on entend en fait 2 dents, qui ont été trouvées parmi des dizaines de milliers d'autres fossiles d'animaux. Ces hyènes appartenaient au genre Chasmaportetes, évidemment, qui a vécu sur Terre durant le Pliocène et le Pléistocène, et sont donc les seuls représentants de cette famille connus en dehors de l'Europe, l'Asie ou l'Afrique. Vive le détroit de Bering à l'époque. D'ici 2 ans, le pôle sud et le pôle nord du soleil vont switcher. Ils vont s'inverser. C'est pas aussi fou que ça en a l'air, ça se produit même tous les 11 ans, et c'est pas spécifique au soleil. La Terre aussi voit son pôle sud devenir son pôle nord de temps à autre, mais c'est un petit peu moins fréquent. La dernière fois, c'était il y a 780 000 ans. Et calmons-nous, quand je dis ça, la Terre va pas basculer d'un coup la tête en bas. Ce sont les pôles magnétiques qui switchent. J'aurais bien voulu vous expliquer pourquoi il y a des inversions, mais même les scientifiques sont pas tous d'accord. Pour l'instant, il y a des théories qui penchent vers des variations de la vitesse ou de la composition du noyau de la Terre qui influeraient sur le champ magnétique. Bref, c'est un petit peu flou. Concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que si ça arrivait, déjà vous aurez pas assez de 1000 vies pour le constater parce que c'est quand même très long comme processus. Et en plus, à part changer la direction des boussoles, ça changerait pas grand chose d'autre. Allez, au pire, ça risque juste de paumer un peu les satellites et donc toute la télécommunication mondiale, retour à l'âge de pierre. En 2017, l'explorateur Mike Horn a effectué une traversée de l'Antarctique en 57 jours. Il est parti d'une base russe pour rejoindre une française à l'autre bout du continent, en solo, sans point de ravitaillement, en ski et en kite. On parle de plus de 5000 km quand même. Vous dire qui a foulé la Lune en premier, là, il n'y a pas de problème. Mais alors, vous dire qui a mis en premier son pied sur le pôle Nord, là, c'est une autre paire de manches. Et pour cause, Frédéric Cook et Robert Peary se sont méchamment chamaillé le statut de premier homme sur le pôle. Cook affirme avoir réalisé l'exploit en avril 1908, alors que Peary et son acolyte Matthew Hanson l'auraient réalisé en avril 1909. Bon, la postérité a donné raison à Peary et Hanson et a expédié Fredo aux oubliettes. Ces preuves ont été jugées bancales. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans les années 80, leur exploit a aussi été mis en doute. Ils se seraient plantés de plusieurs dizaines de kilomètres. Bref, tout ça pour dire que le premier record vraiment attesté revient à Amundsen et Nobile, qui l'ont atteint à bord de leur dirigeable en 1926. Un peu plus tôt, je vous ai parlé des vallées luxuriantes de l'Antarctique. Si vous voulez avoir une vague idée de ce à quoi ça a pu ressembler, il faut admirer les paysages de Tasmanie ou des îles de la Terre de Feu, dans le sud du Chili et de l'Argentine, qui abritent des écosystèmes similaires à ce qui a pu exister à l'époque. Et le passage de ça à ça s'est opéré progressivement. Jusqu'à présent, on pensait que l'englacement de l'Antarctique avait commencé il y a 15 millions d'années pour sa partie occidentale et 35 millions d'années pour sa partie orientale. Mais l'année dernière, une étude est venue bouleverser cette vision. Des chercheurs soutiennent que de la glace aurait déjà été présente dès le Crétacé supérieur, il y a entre 66 et 100 millions d'années. De nouvelles mises à jour sur ce qu'on pensait connaître sont donc à prévoir dans les prochaines années. Une chaîne de la taille des Alpes est ensevelie sous la glace. Je répète, il y a plus de 1200 km de long de montagne sous la neige, avec des pics à plus de 2700 mètres. J'espère que ça vous choque autant que moi. Cette chaîne subglaciaire porte le doux nom, vraiment très agréable à prononcer, de Gamburtseff et est coincée sous l'Inland Seas de l'Antarctique. L'autre nom de la calotte polaire qui peut atteindre 4000 mètres d'épaisseur. C'est la taille du Mont Blanc quand même. Malgré tout ça, ça va peut-être vous surprendre, mais l'Antarctique est le continent le mieux cartographié au monde. Une équipe de la National Geospatial Intelligence Agency a combiné des centaines de milliers d'images satellitaires et a créé ceci, REMA Explorer, une carte virtuelle sur laquelle on peut se balader, mais qui sert surtout aux scientifiques pour étudier les effets du temps sur le continent, ainsi qu'aux explorateurs qui souhaitent organiser au mieux leurs expéditions. Cette petite flaque, c'est le lac Don Juan. Il se situe dans la vallée Wright, en terre Victoria, et il est un des lacs les plus salés du monde. Son taux de sel est 18 fois plus élevé que celui de l'océan. C'est tel que l'eau ne gèle jamais finalement sur ce lac.
En 1989, le commandant Cousteau a proposé de classer l'Antarctique en réserve naturelle internationale. Il espérait ainsi préserver le territoire et empêcher l'exploitation de son sol. Le président Mitterrand avait soutenu le projet publiquement et aux dernières nouvelles, c'est pas allé plus loin que ça. En revanche, en me renseignant sur le sujet, je suis tombé sur le projet Antarctica 2020, dont le petit-fils de Cousteau fait partie, qui lutte pour la préservation de l'océan austral. Vous voyez cette toute petite part de l'Antarctique? Il s'agit de la terre Adélie, administrée par la France. Elle a été découverte par un Français qui avait un blaze vraiment beaucoup trop stylé de conquérant, Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Parti à bord de l'Astrolabe et de la Zélé en 1837 depuis la rade de Toulon, l'équipage de Jules atteint d'abord Rio de Janeiro, passe par le détroit de Magellan, se balade près de la Papouasie, la Malaisie, l'Indonésie, avant de redescendre vers la Tasmanie, puis vers ce point en Antarctique, le 20 janvier 1840. Jules nomme ce nouveau lopin de terre Adélie, en hommage à Adèle, son épouse. Il rentre au bercail où il est célébré, mais pour un court instant, parce qu'il périt malheureusement quelques temps après dans le premier gros accident ferroviaire français. Sacré destin quand même. Et depuis, la base française construite dans les années 50 porte son nom. L'Antarctique est plus grand que les États-Unis, c'est gigantesque! Et du coup, c'est aussi plus grand que Monaco, mais j'imagine que vous aviez deviné. Les pôles magnétiques se déplacent constamment. Et on parle pas de quelques centimètres. Par jour, ils peuvent se mouvoir sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Si on prend les moyennes annuelles, faut pas le prendre comme un trajet précis, le pôle sud a fait tout ce parcours depuis 1590. Quant au pôle nord, vraiment il a pris le TGV ces dernières décennies. Avant 2000, il se déplaçait en moyenne de 15 à 20 km par an et depuis, c'est 55 km. Entre 1994 et 2017, la Terre a perdu pas moins de 28 000 milliards de tonnes de glace. Chaque année, l'Antarctique perd environ 150 milliards de tonnes de glace et le Groenland environ 270 milliards, ce qui contribue inévitablement à la montée du niveau de la mer. Le Groenland aurait été découvert par les Vikings vers 980. C'est Gunnbjörg Ulfsson qui aurait le premier débarqué sur cette terre arctique. Mais c'est Éric le Rouge qui serait parvenu à la coloniser durablement. Et j'ai dit plusieurs fois aurait parce que c'est comme les Américains, il y avait déjà des civilisations préhistoriques sur place, comme les Dorsétiens ou les Sakak, qui semblent y avoir vécu de moins 2500 à moins 800. C'est en même temps que les pyramides, moins 2500. Et en plus d'être les premiers, ils se sont établis au-dessus du cercle polaire, alors que les petits vikings, eux, ils étaient par là, en dessous. Le Covid n'a pas épargné les régions les plus reculées du monde. Fin 2021, une personne s'est ramenée à la station belge Princesse Elisabeth avec le virus. Une chose en entraînant une autre, près de 20 Belges ont finalement été contaminés et placés à l'isolement, isolés dans l'endroit le plus isolé de la planète. Après avoir regardé le début de cette vidéo, si je vous dis Amundsen, vous avez soit retenu qu'il y a une station qui porte à moitié son nom, soit que c'était le type qui avait atteint le pôle Nord en 1926 avec un dirigeable. Et ce que je vous ai pas encore dit, c'est que c'est surtout le premier gars à avoir atteint le pôle sud géographique en 1911. Ce qui fait de lui le premier à avoir atteint les deux pôles et au passage, un très grand monsieur de la conquête polaire. Je profite d'évoquer la station qui porte son nom pour parler du fameux Scott, dans Amundsen Scott. Robert Falcon Scott est un Britannique qui a mené entre autres l'expédition Terra Nova qui a succédé de 5 semaines celle d'Amundsen. Son équipe et lui sont morts sur le retour de cette expédition. Mais un élément trouvé sur leur dépouille les a fait rentrer dans la postérité, les tout premiers fossiles découverts en Antarctique. Ils attestent que le continent a bien été relié aux 5 autres et était autrefois recouvert d'arbres. Les corps, quant à eux, ont été couverts d'un cairn et emportés au fil des années par les glaces en mouvement. Pour qualifier un bloc de glace d'iceberg, sa hauteur émergée doit faire au minimum 5 mètres. En dessous de cette taille, on parle de fragments d'iceberg pour les blocs de glace dont la hauteur est comprise entre 1 et 5 mètres. Et on parle de bourguignons pour ceux dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre. Et si vous voulez définitivement briller en soirée, lorsqu'un gros iceberg se détache, il y a souvent plein de petits fragments qui suivent. Et ces petits morceaux s'appellent des sarrasins. Je sais pas qui a nommé tous ces trucs, mais j'ai vraiment beaucoup trop de questions. Attention, soyez bien concentrés. Quand vous êtes pile au pôle sud, toutes les directions autour de vous vont vers le nord. Ça paraît logique, mais en même temps, ça vous perturbe pas, vous, qu'il n'y ait pas d'ouest ni d'est? Non, partout, c'est le nord. Moi, ça me termine. La station Concordia, c'est ici. Et quand on sait que le supermarché le plus proche se trouve dans la ville néo-zélandaise d'Auban, à presque 3800 km de là, il faut se rendre à l'évidence, si tu veux un McDo, ça arrive pas dans l'heure. La station Concordia, c'est donc organisée. La moitié d'un étage est réservée au stockage de la nourriture. Celle qui peut être congelée, c'est simple, elle est gardée dans des conteneurs à l'extérieur, puisque les températures montent rarement au-dessus des moins 30 degrés. Et petite info bonus, pour faire durer les œufs plus longtemps, ils sont enduits de paraffine. Il y a quelques mois, je vous ai raconté l'histoire de Ben Southall,
qui a dégoté le meilleur job du monde en Australie. Idéal quand vous aimez la faune et la flore océanique. Mais bon, si les araignées, les serpents, les kangourous, c'est pas votre tasse de thé, alors que les petits manchots et le froid, ça l'est beaucoup plus, vous pouvez postuler tous les ans à la version un petit peu plus glacée et extrême en Antarctique. 3 à 4 personnes sont recrutées par la UK Antarctic Heritage Trust pour compter les manchots et gérer les installations de Port Lockroy pendant 5 mois. Par contre, attention, il n'y a ni eau courante, ni accès internet, ni téléphone, sauf satellite pour urgence qui coûte un bras. Mais il y a un petit musée et il y a la poste la plus reculée du monde. Ah, tout de suite dit comme ça, c'est séduisant, non? Je veux dire, techniquement, je pourrais faire des échanges de cartes Yu-Gi-Oh par la poste avec un scientifique sur place. Faut juste pas être pressé, quoi. L'Antarctique a été officiellement découvert au début du 19e siècle. Et là, je vous vois venir, vous allez me sortir des cartes bien plus vieilles où on voit qu'il est représenté. Sauf que non, il ne s'agit pas de l'Antarctique. Dès l'Antiquité, on suppose qu'un immense territoire existe au sud du monde pour faire contrepoids au territoire connu. Ce territoire, on l'a nommé Terra Australis. Entre-temps, on commence à découvrir d'autres parties du monde et certaines cartes ont mélangé un peu de ce territoire imaginaire, un peu de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Amérique du Sud. Ce n'est finalement qu'à partir du 19e siècle donc que l'Antarctique apparaît officiellement sur les cartes. James Cook est considéré comme le premier homme à avoir franchi le cercle polaire antarctique en 1773. Sa mission était simple à l'époque, il devait prouver l'existence ou non de la Terra Australis. Il est donc parti une première fois en 1769 et il n'a pas réussi à la trouver. À la place, il a intégralement cartographié la Nouvelle-Zélande et une partie de l'Australie. Il est reparti une seconde fois et a découvert l'île de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. Mais la Terre Australis, ben non. Il est passé si proche à plusieurs moments, mais manque de peau, il n'a pas trouvé ce continent légendaire, finalement découvert en 1819 pour être précis. Et je vais être direct, c'est le bazar. Parce qu'entre celui qui l'aurait vu en premier, celui qui a découvert des îles mais pas le continent, ou ceux qui s'attribuent le mérite de la découverte de l'Antarctique, il est impossible de désigner une seule personne. Par exemple, le chasseur de phoques John Davis est cité comme étant le premier homme à avoir accosté sur le continent. Mais là encore, certains contestent. Si je peux mettre tout le monde d'accord, on n'est pas à l'abri que des baleiniers ou des pêcheurs aient découvert le continent avant eux, juste ils n'ont pas eu l'occasion de s'en vanter. Ces deux hommes ont survécu dans le froid polaire de l'Arctique. Tout débute d'une supposition à la con de l'explorateur Robert Peary. Le Groenland serait en fait 2 gros blocs. Forcément les Américains se disent bah bingo, la nouvelle partie c'est à nous. Sauf que les Danois sont pas d'accord, c'est chez eux quand même le Groenland. Commence alors une petite guéguerre de ça c'est à nous, à coup d'expédition revendicative. Les Danois en envoient une première en 1906, mais elle disparaît. Rebelote donc en 1909, la deuxième, à bord de l'Alabama, est bloquée par les glaces. Pas de problème, Einar Mikkelsen et Iver Iversen se lancent quand même à la recherche de l'expédition de 1906, et pendant qu'ils la cherchent, leurs propres potes de l'Alabama disparaissent. Et les deux copains se retrouvent donc livrés à eux-mêmes un tout petit moment, 28 mois en mode survie extrême au fin fond de l'Arctique, avant d'être enfin secourus par un baleinier en 1912. L'élasmosaure est un reptile marin qui a vécu au Crétacé, et un de ses fossiles a été retrouvé par des paléontologues sur l'île Seymour en Antarctique. Un colosse de 12 mètres de long, d'un poids avoisinant les 15 tonnes. Le fossile avait été identifié dès 1989, mais il a fallu attendre 2017 pour qu'une partie du squelette soit enfin extraite. L'Arctic Ale est une bière créée à la demande de la reine Victoria au milieu du 19e siècle. Elle devait servir de support de survie aux explorateurs partis à la recherche de l'expédition Franklin, perdue dans les eaux de l'Arctique. La tâche a été confiée à un brasseur de Burton, Alsops, réputé pour produire des bières très fortes et, de fait, chargées en vitamine C. C'est pratique pour lutter contre le scorbut. En 1852, la bière a été embarquée pour la première fois avec l'équipage de Edward Belcher. Aller en Antarctique il y a 110 ans, ça ressemblait à ça. C'était vraiment l'aventure. De nos jours, ça peut ressembler plutôt à ça. Ah, on est loin de l'esprit pionnier. Il s'agit du programme de luxe White Desert. Pour la coquette somme de 100 000 $, les 12 participants embarquent à bord d'un jet, se posent par-ci par-là en Antarctique, puis rejoignent leur chambre qui ressemble à des bulles. Au programme, escalade de glace, pôle sud géographique, alpinisme, rencontre avec des manchots empereurs, motoneige, ski, grotte, tunnel de glace, pique-nique champagne. Et si c'est trop pour vous, vous inquiétez pas, il y a une version un peu plus cheap avec une tente à 45 000 $. Ou si c'est trop long, il y a toujours le forfait un jour seulement à 14 000 $. En 2013, Metallica a établi un record du monde, être le premier groupe de musique à s'être produit en concert sur les 7 continents en un an. Le live en Antarctique est disponible sur la chaîne YouTube du groupe en intégralité. D'ailleurs, si vous cherchez bien, on voit un petit manchot à un moment qui se cache. En Antarctique, il y a le plus beau mont
du monde. Messieurs, dames, prenons quelques secondes pour admirer le mont William. Non, vraiment, avec un nom pareil, il ne pouvait qu'être majestueux. Le Yermak est considéré comme le premier brise-glace de l'histoire. Il était capable de briser de la glace de 2 mètres d'épaisseur. Et son lancement a eu lieu en 1898. À titre de comparaison, aujourd'hui, le modèle Arctica, un des brise-glaces les plus puissants jamais conçus, peut briser de la glace de quasiment 3 mètres d'épaisseur. Je sais, l'évolution a pas l'air fofolle, hein, dit comme ça. En plus, je vous ai pas parlé de la vitesse de l'Arctica pendant qu'il brise la glace, 1,8 km/h. Après, le truc a un système à propulsion nucléaire qui lui permet de naviguer 24 heures à pleine puissance sans besoin de se ravitailler. Et ça, c'est cool. Longyearbyen, ça signifie la ville de l'année longue. Et on lui a pas donné ce blast pour rien. Longyearbyen, au Svalbard, est la ville la plus septentrionale du monde, la plus au nord. Chaque année, en octobre, s'y déroule le Dark Season Blues, le festival le plus au nord du monde qui marque l'entrée dans la nuit de 6 mois. Franchement, la vibe bout du monde, crépuscule bleu, musique blues, ça doit être complètement fou. J'irais bien y faire un petit tour. C'est dommage qu'il fasse moins 50 degrés, quoi. Il y a encore v'là les trucs à dire sur cette cité, mais je voulais surtout vous parler d'un fun fact en particulier. Vous n'êtes pas autorisé à y mourir. Non, c'est bizarre, je sais, mais en même temps, c'est logique. Les températures négatives empêchent la décomposition des corps, ce qui peut poser problème. Pour preuve, en 98, des dépouilles de morts de la grippe espagnole des années 20 étaient encore porteurs du virus. En plus de son festival de blues, Longyearbyen accueille aussi le North Pole Marathon. Il s'agit d'un vrai marathon, 42 km par moins 30 degrés. Sur cette course, le record homme a été établi à 3h36. À titre de comparaison, Kipchoge, le détenteur du record du monde, court cette distance en 2 heures. Mais franchement, chauffez-vous parce que l'édition qui a eu lieu en août dernier a compté seulement 11 participants. Le podium est à portée de main. Hein. Le 3 août 1958, le sous-marin américain Nautilus est entré dans l'histoire car il est devenu le premier sous-marin à franchir le pôle Nord en passant sous la banquise de l'Arctique. Une traversée qui a relié Pearl Harbor à Portland au Royaume-Uni. Ils ont ainsi créé une nouvelle voie maritime bien plus courte entre le Pacifique et l'Atlantique. Maintenant, il reste plus qu'à inventer des porte-conteneurs sous-marins. Il existe un lac rarissime dans la région arctique du Canada, le lac de Milne Fjord, qui se trouve au nord de l'île d'Ellesmere. Mais comment ça, un lac rarissime? Attendez, je vais vous expliquer. C'est un lac créé par un phénomène très particulier. L'entrée du fjord est bouchée par une plateforme de glace, et le lac se trouve sous cette plateforme, qui piège ainsi l'eau douce. La différence de densité entre l'eau de mer et l'eau douce fait que les deux eaux ne se mélangent pas, ce qui, par conséquent, crée un lac d'eau douce entre la glace et la mer. L'info est déjà folle en soi, mais en plus, il y a dans ce lac des virus géants, rarissimes et hyper dangereux. Vous imaginez si un jour ils s'échappent du lac? Bon, rassurons-nous, pour l'instant ça infecte uniquement des algues microscopiques. Mais ça reste une vraie question. À cause de la fonte des glaces, les scientifiques s'inquiètent de la préservation de cet écosystème unique. Et nous, on peut se demander comment la situation peut évoluer si ces virus contaminent d'autres écosystèmes. Avant, les premières traces humaines en Arctique dataient de 35 000 ans, jusqu'à ce qu'on excave la carcasse d'un mammouth ayant des marques attestant qu'il s'était fait chasser. La découverte a eu lieu sur les côtes du golfe de Ienisseï, en Russie. Les scientifiques ont utilisé une méthode de datation et ont estimé son âge à 45 000 ans. Récemment, des clichés d'une expédition de Byrd ont fait le buzz. Elle serait la preuve qu'une civilisation disparue a vécu dans les terres australes. Vous vous en doutez, ces affirmations sont aussi crédibles que la légende des pyramides de l'Antarctique ou de la base d'OVNI. Il s'agit évidemment d'un photomontage effectué grâce à une IA. Son auteur est un écrivain qui a voulu dénoncer les infox et montrer à quel point un bobard pouvait devenir viral. Il avait pourtant laissé des indices qui trahissaient son canular, du type les petits carrés colorés générés par le logiciel DALL-E en bas du cliché. Est-ce que vous savez pourquoi le cercle polaire est là, sur le 66e parallèle nord? Il marque la limite du jour polaire ou de la nuit polaire. Plus concrètement, lors des solstices, tout ce qui se situe au-dessus de ce parallèle connaît au moins une nuit et une journée de 24 heures dans l'année. Même combat évidemment pour le cercle antarctique, sauf que quand le nord entame la nuit polaire, le sud commence le jour polaire. Et inversement. Comme l'humanité aime les trucs symboliques, de nombreux monuments ont été érigés là où passe le cercle arctique. Entre la Russie, la Suède, le Canada et les autres, de nombreux ouvrages sont sortis de terre, comme lui ou encore lui. Et vous constaterez qu'il n'y en a pas un seul exactement sur le cercle. Moi je voulais surtout vous parler de mes deux petits favoris, la sphère sur l'île norvégienne de Vikingen et le village de Rovaniemi en Finlande. Autant
autrement nommé le village du Père Noël. Et vraiment, quand on voit les images, on n'est pas déçu. Entre la petite frontière, les petites lumières, la neige, Spider-Man et son clone en luge, je sais pas ce qui m'ambiance le plus. En 2007, les Russes ont planté un drapeau sous la banquise à 4000 mètres de profondeur dans l'Arctique, au fond de l'eau. Ah, ils sont subtils les Russes, hein. Ça c'est... ouais, ils sont subtils. 62% des météorites récupérées proviennent de l'Antarctique. N'allez pas croire qu'elles y tombent plus qu'ailleurs, c'est juste qu'elles y sont mieux conservées. On les trouve particulièrement dans les zones bleues, des endroits où la neige ne s'accumule pas et où les roches extraterrestres ne sont pas enfouies dedans. En 2022, une météorite de 7,6 kg y a été découverte. Vraiment, une taille pareille, c'est extrêmement rare, d'où la photo souvenir où ils ont l'air super contents. On dirait moi qui viens de choper une Starlight. Dites les Belges, vous êtes au courant qu'il y a une mouche en Antarctique qui porte notre nom? La Belgica antarctica. Je suis d'accord, hein, sur le papier c'est hyper stylé. Endémique de l'Antarctique, des larves capables de résister à 2 hivers consécutifs en milieu polaire, à des vents de 140 km/h. Elles ont le génome le plus petit connu chez les insectes. Bref, une mouche qui aurait pu nous rendre fiers, et pourtant, c'est une mouche sans ailes qui se balade sur la banquise. Je sais même pas quel bruit ça fait une mouche sans ailes, c'est ridicule. Ah, je suis bien. Promacocrinus fragarius, c'est le nom d'une nouvelle espèce animale découverte cette année en 2023 dans les eaux de l'Antarctique. Pour vous la décrire, c'est très simple, une vingtaine de bras ou de tentacules et une tête d'alien. Elle fait rêver là, vraiment. Je suis content que c'est pas elle qui porte le nom de la Belgique. De toute façon, j'ai toujours dit, les fonds marins, c'est la chose la plus terrifiante sur Terre. En 2017, des scientifiques ont découvert sous l'Antarctique des volcans. Et pas juste 4 ou 5 volcans, hein. 91 qui viennent s'ajouter aux 47 déjà connus. Au moins donc 138 volcans dorment paisiblement sous l'Antarctique. Une raison de plus de passer ses vacances ailleurs que là-bas. En me baladant sur Google Maps, au niveau du glacier Taylor, je suis tombé sur ça. Du sang. Enfin, les cascades de sang, c'est leur petit nom. Elles sont restées un mystère assez longtemps, mais on sait désormais que c'est dû à la composition de l'eau. Sa salinité lui permet de faire fondre le glacier et de jaillir ainsi. Et son fort taux en fer oxydable est responsable de la couleur rouge. Je sais, c'est technique, mais de toute façon, c'est soit ça, soit il y a un animal légendaire qui bouffe beaucoup trop de phoques et de manchots en amont. Hein. Le plus vieil ADN au monde a 2 millions d'années. Il a été découvert au nord du Groenland et il provient de plusieurs organismes qui vivaient là à l'époque, dont des mastodontes, les ancêtres des mammouths et des éléphants. Ceci est un iceberg vert, visible uniquement en Antarctique. La photo est absolument pas retouchée, c'est vraiment sa couleur. En temps normal, un iceberg est blanc, c'est parce qu'il a été formé avec des bulles d'air qui reflètent la lumière dans tous les sens. Mais quand l'iceberg n'est constitué d'aucune bulle d'air, il reflète que des longueurs d'onde courtes, les bleus, et absorbe les autres. Dans ce cas, ça donne un iceberg bleu. Pour en avoir un vert, il manque un tout petit ingrédient, de la poussière de roche de couleur jaune présente sur le substrat rocheux sur lequel évolue le glacier à l'origine de l'iceberg. Vous comprenez pourquoi c'est pas courant, un iceberg de cette couleur. Il y a quelques années, un scientifique américain se trouvait à la station McMurdo lorsqu'il s'est mis à trouver le temps long. Il s'est donc connecté sur Tinder et il a eu un match. Il s'agissait d'une autre scientifique en train de camper à 45 minutes d'hélico de là. Direction le pôle nord de Saturne, messieurs dames, pour admirer cette petite merveille, un motif nuageux en forme d'hexagone. Je trouve ça hyper stylé. Il s'agirait d'une grosse tempête de 32 000 km de diamètre, ça fait 2 fois et demi la Terre, dont les vents peuvent atteindre 480 km/h. Elle serait composée de multiples autres tempêtes plus petites qui déforment les courants et donnent cette forme surprenante. De ce qu'en disent les scientifiques, on est encore très loin d'en avoir percé tous les mystères. En 91, YATO est créé. Il s'agit de l'Association internationale des voyagistes antarctiques. Cette association est composée d'une centaine de membres qui représentent la majorité des offres touristiques disponibles en Antarctique. Son existence permet également la régulation et l'encadrement du tourisme dans la région. La Spitsbergen est la bière la plus arctique qui soit. Elle est brassée à Longyearbyen, décidément. Quand je vous disais qu'il y a 30 000 trucs à dire sur ce bled, 16% de l'eau utilisée pour le brassage provient du glacier Borgbrunn, vieux de 2000 ans. L'Arctique, ce n'est pas aussi précis que l'Antarctique. Comme il s'agit d'une région, son tracé est plus complexe. Et selon qui l'on est, où on se place et ce qu'on prend en compte, ses frontières ressemblent à ça. C'est un bordel absolu. Je ne pouvais pas parler de région polaire sans mentionner un animal endémique de l'Arctique que j'adore, parce qu'il a l'air tout droit sorti d'un conte de fées, le narval, alias la licorne des mers. Entre sa défense torsadée, incroyable quand même ce truc, qui possède plusieurs millions de terminaisons nerveuses, et le fait qu'il change de couleur en vieillissant, vraiment cet animal est magnifique. D'ailleurs, au Moyen-Âge, certaines cornes, prétendument de licorne, qui étaient vendues en Europe, s'avéraient être en fait des défenses de narval. La base scientifique Halley 6 se trouve au bord de la mer
mer de Weddell. S'il y a un 6 dans son nom, c'est pas pour rien. Avant son inauguration officielle en 2013, il y a eu 5 bases. Tous ces changements ont eu lieu à cause des conditions climatiques. La toute première a été créée en 56. C'était une sorte de cabane en bois qui a été totalement recouverte de neige au fil des années. Idem pour la numéro 2 en 73. Du coup, pour la numéro 3, on décide d'enfouir la base et de la construire dans des sortes d'énormes tubes afin de la protéger de l'accumulation de neige. Mais elle est abandonnée en 83 pour cette raison. Le truc est sorti de la falaise quand même. Allez 4 tient une dizaine d'années, Allez 5 une vingtaine d'années avant la construction de Allez 6. Base qui a dû être elle aussi déplacée à 2 reprises. D'abord à cause de la menace d'un gouffre qui se formait lentement près de la station, puis de la propagation de crevasses qui risquaient de faire dériver la station en pleine mer. Promis, cette fois-ci c'est la bonne. Le San Telmo est un navire espagnol qui a navigué entre le 18e et le 19e siècle. En mai 1819, il a tenté de franchir le Cap Horn, mais un enchaînement de conditions météorologiques très mauvaises l'a poussé à dévier vers le sud. Malheureusement, le navire a subi de graves dommages et disparaît avec plus de 640 membres d'équipage à bord. Quelques mois plus tard, des restes du bateau sont notamment retrouvés près de l'île Livingstone. Mais les circonstances exactes de son naufrage restent encore un mystère. À ce jour, il s'agit de la plus grande catastrophe humaine qui s'est déroulée en Antarctique. Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas concocté une petite vidéo de géographie comme ça. J'espère que cette expédition polaire vous a autant plu qu'à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire le fait qui vous a le plus surpris comme d'habitude. Et n'oubliez pas, si vous voulez lancer votre petit business comme moi, vous trouverez le lien de Shopify en description. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. À très vite, Internet!